Ma sœur invitée qu'on découvre autrement ce soir. Lisa Prudy, plus connue sous le nom de coach Lisa Prudy. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Aline, c'est un réel plaisir de retrouver ce même plateau sur Canal 2 International et c'est un plaisir de retrouver le révérend Nembot ici. Et voilà, donc je suis persuadée que ça va être une belle émission. Merci encore pour l'opportunité. Oui. Alors c'est nous qui vous remercions de parler à cœur ouvert ce soir. Il y aura des moments où ce sera triste, mais après, il y aura un happy ending. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va rentrer dans ce qui a fait votre vie, votre enfance. Vous venez d'une famille de 7 enfants. C'est cela. Vous occupez la 4e place. C'est correct. Et une famille extrêmement pauvre. On va dire. Oui, où il y a eu les parents qui ne s'entendaient pas à un moment, il y a eu cette séparation-là. Oui. Et puis avec votre maman, vous avez décidé d'aller du côté de Banjul, Oui. Retrouver votre grand-mère. C'est ça. C'est 5 exact. ans. Vous aviez 5 ans. Oui, j'avais 5 ans effectivement. Et donc ma mère, on se retrouve à aller à Banjul parce que ma mère n'est pas acceptée dans la famille de son époux. Parce que ma mère est d'origine Banjul, qui est toujours l'ouest du Cameroun, elle est Bamileke. Et son mari est de Mbouda, de l'ouest Cameroun, il est aussi Bamileke. Mais sa famille n'a jamais voulu que ce soit une épouse qui vienne d'un autre village. Donc elle a dû subir beaucoup de douleurs et de peine dans son mariage et elle s'est retrouvée en train d'aller à Banjul avec nous. Et parlant d'être 7, effectivement, je suis la 4e. Mais aujourd'hui, nous avons perdu notre grand frère qui était un grand coach de football ici au Cameroun qu'on appelait Capello. Alain Wabo, le coach Alain Wabo, était le 2e fils de ma mère et il était le coach des Lionceaux avant de perdre la vie. Donc beaucoup de téléspectateurs de Canal 2 et même les journalistes de Canal 2 l'ont connu et l'ont beaucoup aimé. Voilà. D'accord. Alors, à l'âge de 5 ans, pendant que vous vous amusiez, vous n'étiez encore qu'une enfant, Oui. il y a ce fameux tonton Oui. qui a fait des choses pas bien. Oui. Pour Absolument. l'enfant que vous étiez. Et merci de me donner l'opportunité d'en parler parce qu'effectivement, à l'âge de 5 ans, je suis à Banjul dans la famille de ma mère. Et comme la plupart des familles à l'ouest, je ne sais pas trop pour d'autres régions, surtout des quartiers qui ne sont pas des quartiers huppés, les enfants sont les enfants de tout le monde et les maisons sont les maisons de tout le monde. Tout le monde va partout et tout le monde mange partout. Donc pour moi, en jouant dans la cour de récréation, quand j'ai un tonton qui m'appelle de sa fenêtre et me demande d'aller lui chercher de l'eau à boire à la cuisine, moi, je réfléchis pas par 2 fois. À 5 ans, je cours à la cuisine parce que je me dépêche pour revenir jouer avec mes amis. Et donc, je vais puiser de l'eau dans le gobelet en argenté là qu'on utilisait à l'ouest à l'époque. Et donc, moi, je cours dans la chambre pour lui déposer le gobelet. Sauf que lui, il se lève et referme la porte derrière moi et à ce moment précis-là, me maintient là et force sa verge dans ma bouche. Pour une enfant de 5 ans, j'étais complètement traumatisée par cela parce que je ne m'y attendais pas et cherchant à me débattre et voulant même crier, je vois qu'il avait bien planifié son coup parce qu'il avait carrément dissimulé un couteau sur le lit qu'il retire et il me le présente et me menace en me disant ne crie pas et si tu cries ou si tu parles ou tu dis à quelqu'un ce qui vient de se passer, alors moi je vais te tuer personnellement. Donc je sors de là complètement traumatisée et c'est une image qui me reste à l'esprit jusqu'à aujourd'hui. Vous avez décidé de ne pas en parler, du moins à ce moment-là. Du moins à ce moment-là, mais pas seulement à ce moment-là, parce que j'ai vécu avec un poids comme celui-là toute ma vie, parce que le tonton n'est plus là. Je suis même aux États-Unis en ce moment, mais il m'a fallu des années. C'est seulement il y a quelques années que j'écris toute cette histoire et que pendant 7 ans, je finis l'écriture et je publie. Mais je n'en avais jamais parlé parce que c'est resté avec ce traumatisme de menace de mort. Donc c'est quelque chose qui pèse.
sur la conscience. Alors, entre-temps, il y a cette réconciliation entre vos parents. Oui. Vous revenez du côté de Mbunda, où vous viviez. Oui. Après, il y a, vous avez subi le harcèlement scolaire à l'école. Oui. Ça, c'était à Banjul, oui. Oui. À Banjul, effectivement. Conditions sociales. Oui. Exactement. Donc, à Banjul, effectivement, j'ai été victime de beaucoup de violences pendant que j'étais à l'école, de la brimade, et mes camarades avaient décidé d'avoir une chanson carrément pour moi. Et mes camarades m'appelaient la chicarde. Parce que venant d'une maison en terre battue, le sol en terre, je marchais pieds nus, j'avais des chics. Et pendant qu'on enlevait même ces chics-là, ça me laissait des cicatrices, des bosses, et des plaies qui restaient ouvertes comme ça, béantes quand je partais à l'école. Donc mes camarades m'avaient surnommé la chicarde. Et donc à chaque fois que j'arrivais, ils s'alignaient et se mettaient à me huer. Donc voilà. Alors, et vous, dans votre fort intérieur, oui. Vous aviez décidé de réussir votre vie. Oui, justement. Vous avez décidé d'être la meilleure de votre école. Tout à fait. Et cela se traduisait par les brillants résultats scolaires que vous rapportiez à la maison, tant et si bien qu'en classe de première, il y a votre maman qui décide de vous faire plaisir et vous amène pour la première fois dans un salon de coiffure. C'est exact. C'était pas le bon. Non, pas du tout, parce que ma mère, jusque-là, comme j'avais des cheveux très crépus, comme la plupart des jeunes filles de mon époque, ma mère s'est dit, ok, elle va m'amener régulièrement au marché pour qu'on utilise la chaux en plein milieu du marché pour me défriser un tout petit peu les cheveux. Sauf que ça, c'était vraiment dangereux. Et donc, elle s'est dit un beau jour, elle va essayer d'épargner un peu d'argent jusqu'au jour où elle peut m'amener dans un vrai salon de coiffure. Sauf que nous sommes très mal tombés parce que nous sommes allés dans un salon de coiffure de commère et la dame m'a utilisé un défrisant appelé TCB à l'époque. Elle a mis le défrisant et elle est sortie bavarder avec ses copines. Donc, pendant que ça chauffait, ça brûlait, je criais, j'appelais, elle bavardait à haute voix avec ses copines. Et donc, quand elle revient, ma chère Aline, mon cuir chevelu est complètement brûlé. Et pire encore, elle s'en rend bien compte, mais elle lave les cheveux. Et comme j'aimais les chignons, je rêvais de devenir comme Anne-Martin Votor. Je souhaitais être journaliste. Et donc, j'aimais les chignons. Elle me fait quand même le chignon couché sur un cuir chevelu brûlé. Donc du coup, tu peux imaginer, et ça c'était parce que ma mère savait que je devais aller au défilé, c'est moi qui devais porter le drapeau parce que les meilleurs de la classe à l'époque portaient soit la pancarte, soit le drapeau au défilé. Et donc j'arrive toute la journée sous le soleil avec la tête, le crâne brûlé et les cheveux collés dessus. Donc c'est le pu qui a commencé à sortir et sentir pour que mes parents se rendent compte qu'il faut m'amener urgemment à l'hôpital. Et quand on arrive à l'hôpital, le médecin décrète que je n'aurai plus jamais de cheveux. Donc le médecin a demandé qu'on coupe tous ces cheveux-là, déjà ça s'arrachait, et qu'on commence à traiter mon crâne en ce moment-là. Et tu te souviens, pour avoir lu mon livre, que je me suis retrouvée dans une situation où l'école a dû m'autoriser à porter un foulard pour aller à l'école. Donc tu peux imaginer une jeune fille de mon âge aller à l'école en foulard, parce que le crâne a des taches partout, des cicatrices partout, et parsemé par-ci par-là de quelques grains de cheveux. Donc voilà. Alors, ça n'a pas été tout. Je pousse un soupir parce que on va grimper un peu en termes d'émotion. Oui. Vous êtes dans la phase adolescence. Oui. Et bon, dans cette quête de l'amour, parce que il y avait cette envie d'être aimé par votre papa. Vous le dites d'ailleurs que vous vous souvenez seulement du moment où il vous a porté une fois de toute votre vie. Oui, après, vous étiez dans cette quête de l'amour paternel, pourquoi pas. Oui. Il y avait l'adolescence aussi, les hormones de l'adolescence, entre autres. Oui. Et puis, vous échouez au baccalauréat. Oui. C'était la première fois. Hein. Oui, c'était le premier échec de toute ma vie. Et comme je te l'ai dit, enfin, quand toi et moi on parlait, je te disais qu'effectivement, c'était pour moi un échec cuisant, mais c'était surtout une humiliation pour m'amener à être humble. Parce que moi, j'étais une élève plutôt arrogante, plutôt très vantard, très sûre d'elle. Et je me disais que les gens qui reprennent une classe sont des fainéants, sont des cons, sont des idiots. Donc moi, je ne comprenais pas que mes camarades de classe n'aient pas de bonnes notes. Et donc, moi, les jours de résultats, quand les autres pleuraient parce qu'ils ont eu de mauvaises notes et qu'on chantait le jour de résultats, les larmes vont couler. Moi, je pleurais
mais c'était parce que je devais rentrer être fessée par mon père, soit parce que j'ai eu 18 de moyenne et je suis première de la classe et il pense que j'aurais dû avoir 19 ou 20, soit j'ai quand même 19 mais je suis deuxième de la classe et il pense que j'aurais dû être première. Donc moi je grandis dans un environnement où on me pousse tellement à l'excellence que je ne comprends pas pourquoi les autres ne sont pas. Donc échouer au bac, c'était pour moi un enseignement que oui, tu peux être excellent, tu peux être brillant, rafler tous les prix à l'école et quand même échouer dans la vie. Voilà. Alors, vous décidez donc, enfin, il y a encore, et rebelote, il y a encore des disputes en famille. Oui. Vous devez, cette fois-là, être éparpillés, chaque membre de la famille pour soutenir votre maman. Oui. Et vous devez arriver à Douala parce qu'il y a cet oncle qui décide de vous accompagner dans vos études. Il y a trop de monde chez lui parce que effectivement. C'était mon oncle, était un polygame. Il avait 3 femmes, il avait plusieurs enfants avec ces 3 femmes. Il avait aussi adopté plusieurs autres enfants de la famille et même du quartier. Et donc, en ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire puisqu'il n'y a pas de place chez lui. Mais il a quand même accepté de me faire venir à Douala pour me faire soigner parce que je souffrais de sinusite. En même temps, aider mes parents qui avaient dû envoyer les enfants partout puisqu'ils ne pouvaient pas s'en occuper. Et donc, là, je me retrouve dans une situation où il faut que j'aille trouver une chambre à louer. Et le tonton, mon oncle, devait payer pour cette chambre à louer puisque je ne pouvais pas vivre chez lui. Donc, en gros, c'est ce qui m'amène à Douala en ce moment-là, oui, pour les études et aussi pour me soigner. Alors, quand vous louez cette chambre, vous ne saviez pas que c'était... le début de l'enfer, du cauchemar en fait. J'étais loin de m'imaginer parce que justement c'est une maison familiale à Bonabéry et malheureusement quand j'arrive, le couple en question est en séparation et donc la femme s'en va avec le fils, mais moi je me dis j'occupe une chambre donc je n'ai pas d'inquiétude, je me contente de ne m'occuper que de mes affaires, aller à l'école et puis c'est tout. Sauf que je commence à remarquer des attitudes un peu bizarres et voyeuristes, un peu de quelqu'un qui me suit de temps en temps, une attitude un peu étrange de mon bailleur. Et j'en parle avec mon camarade de classe d'ailleurs. Et on se dit, bon, peut-être il faut trouver un autre endroit. Mais entre-temps, je suis là pendant que je cherche un autre endroit. Et boum, c'est là où le drame arrive. Parce que un beau jour, le bailleur abuse de moi et je cours me plaindre à la police. Parce que je me dis, après avoir parlé avec mon ami qui m'a dit, si tu sens encore une attitude un peu bizarre de ce monsieur, va te plaindre à la police. Donc je me dis, si j'ai un problème comme celui-là, je peux effectivement me replier sur la police. Sauf que quand je vais me rendre à la police, on appréhende effectivement le monsieur et le commissaire par la suite demande à me voir dans son bureau. Je me dis, ok, sûrement c'est pour me donner le compte rendu et je vais en profiter pour le remercier pour avoir appréhendé ce monsieur-là qui a abusé de moi. Sauf que je ne m'attendais pas à ce que, voilà, chercher de la sécurité. Oui. Devait arriver parce que ce monsieur, dont je me souviens très bien, petit de taille, petit de corps, à peu près la cinquantaine, un chef de famille, il décide de se lever de son bureau et de sauter sur moi comme une proie, comme un lion affamé, alors que je viens dans l'état d'esprit déjà traumatisé, déjà diminué physiquement, mentalement, psychologiquement, émotionnellement. Et ce que j'ai comme résultat, c'est quelqu'un qui directement commence à me faire des attouchements et abuse de moi également. Alors que je sors dans son bureau, alors que je suis venue dans ce commissariat-là pour me plaindre pour viol. Et le pire, c'est qu'il ne se protège pas. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut être possédé par un diable quelconque pour arriver à pouvoir abuser d'une personne qui a été victime d'abus et le faire sans protection en plus. Je ne sais pas, certaines personnes se mettent dans des opérations kamikazes, je ne comprends pas, mais toujours est-il que c'était l'expérience la plus traumatisante de ma vie et c'est toujours un peu pénible d'en parler. Voilà. Et Lisa, on va mettre encore un peu le doigt où ça fait mal, en espérant que ça puisse aider les victimes aussi d'attouchements et de viols, pourquoi pas. Quelques temps après ce double viol, vous constatez que votre corps change.
Oui, il faut déjà, avant de parler de mon corps qui change, j'ai envie de dire que ce jour-là, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Quand je suis finalement sortie de cet endroit, j'avais deux choix. J'avais le choix entre me rendre au Vouri, qui était à quelques minutes de ce commissariat de Boudaberry, ou me rendre à l'hôpital de Bonasama, qui n'était pas loin de là, parce que j'étais vraiment meurtrie dans ma chair. Fort heureusement, par la grâce de Dieu, j'ai fait le bon choix. Je suis plutôt partie à l'hôpital. Et je ne connais pas le nom de cette maman, mais il y a des bienfaiteurs là dehors. Il y a une maman qui me retrouve dans la cour de l'hôpital parce que je n'ai même pas pu atteindre l'hôpital. J'étais couchée au milieu de la cour de l'hôpital. Elle avait terminé son travail ce jour-là. Et elle me voit en train de crier. Elle me dit, ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Ne crie plus, qu'est-ce qui ne va pas? Et je lui explique. Et elle me dit, ma fille, il faut savoir que si tu as autant de comptes, si tu as autant de tribulations, c'est parce que le Seigneur réserve quelque chose de plus grand pour toi dans la vie. Et j'espère que tu seras suffisamment forte pour vivre ces grandes choses-là que Dieu a prévues pour toi. Je vais t'aider. Est-ce que tu as de l'argent pour tes soins? Et je lui dis non. Donc cette maman m'a amenée, elle m'a ramenée à l'hôpital et elle a demandé qu'on prenne soin de moi. Elle a payé tout ce qu'il fallait payer. Mais quand je pars de là et que je me retrouve chez ma tante, je ne m'attendais pas à ce que quelque chose de pire que ce que je venais de vivre arrive. Parce que quelques temps plus tard, je me rends compte que je suis enceinte. Et là, je ne sais pas, je suis enceinte alors que j'ai été abusée par 2 personnes. D'où vient la grossesse? À qui est-ce que je vais me l'attribuer? Pourquoi même une grossesse? Est-ce que ce que j'ai subi ne suffisait pas? Et je prends la pire des décisions de ma vie, celle de me séparer de cette grossesse-là. Et jusqu'aujourd'hui, le plus grand regret de ma vie, c'est celui-là. Mais cette période de ma vie est la plus traumatisante de toute ma vie et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je décide de me battre corps et âme. Je viens régulièrement au Cameroun depuis un moment parce qu'il faut qu'on brise les tabous sur le viol. Il faut qu'on soit capable d'en parler, qu'on soit capable de soutenir émotionnellement les personnes qui en parlent et non de les accuser, les acculer et les faire culpabiliser comme si c'était leur faute qu'on ait sauté sur elles. Donc aujourd'hui, c'est ça mon combat avec mon mouvement Brisons les tabous. C'est d'aider les jeunes filles et jeunes garçons, toutes les personnes victimes comme moi, à prendre les bonnes décisions. Si une personne m'avait parlé, comme la maman qui m'a parlé dans la cour, je suis restée en vie parce que cette maman, ses paroles de vie sont entrées en moi. J'aurais aimé que quelqu'un me parle et me dise de ne pas me débarrasser de cette grossesse. Peut-être que cet enfant serait un jour devenu président de la République. Mais c'était ça, la pire des erreurs de ma vie. Et on va ça va? Ça va aller, merci. Il faut que ça aille. Oui, ça Parce va. que au final, aujourd'hui, vous êtes ce qu'on appelle une survivante, Ouais. de la catégorie des survivantes. Au-delà d'une survivante, je suis une guerrière maintenant. Voilà, c'est pour cela que vous êtes sur ce plateau ce soir. Oui. C'est vrai que ça a continué. À un moment donné, vous auriez pu vous demander pourquoi Oui. le sort s'acharne sur vous, puisqu'il y a eu ce bienfaiteur, cette personne qui vous a pourtant fait du bien, qui aussi peut-être s'est dit qu'il fallait Et je qu'il en pense que... profite. Merci de me donner l'opportunité d'en parler et d'en parler dans le sens de la sensibilisation parce que je pense que nos enfants grandissent dans un environnement de naïveté et de trop plein de confiance à tout le monde. Or, tout le monde n'est pas ton ami. Tout le monde ne te veut pas du bien. Même une personne qui te fait du bien ne te fait pas forcément du bien. Il y a ce monsieur qui m'a aidé à trouver du travail et je tiens à expliquer comment j'ai trouvé ce travail. C'était parce que je partais tous les dimanches à la cathédrale de Douala. Je me plaçais là avec une petite ardoise où j'avais marqué « Aidez-moi à trouver un emploi ».
Je n'étais pas en train de mendier, mais je voulais que quelqu'un m'aide à trouver un emploi. Et un des dimanches, quand je suis sortie de l'église et que je tenais mon ardoise, il y a un monsieur qui s'est approché de moi et il m'a dit, mais mademoiselle, je vous vois ici tous les jours, tous les dimanches, à demander quand vous aide à trouver un emploi. Vous n'avez pas toujours trouvé un emploi? Je lui dis non. Il me dit, bon, mais est-ce que vous êtes prête à être, par exemple, serveuse? Ça vous dirait? Je dis, il n'y a pas de problème, je suis prête à faire tout ce qu'il y a comme travail pour pouvoir nourrir ma famille et subvenir à mes besoins. Et c'est comme ça qu'il me présente à un monsieur à l'époque qui avait un restaurant français appelé L'Oustalais. Et je crois quelque part sur l'avenue de la Liberté ou je sais pas, boulevard de la Liberté. Et je vais donc travailler là-bas. Et de temps en temps, puisqu'il est client là-bas, il vient de temps en temps voir si je vais bien et si tout se passe bien. Il vient de temps en temps. Et donc, on a toujours de très bons rapports. Et un beau jour, il me dit, j'ai raconté ton histoire à mon épouse et mes enfants et ce serait bien que tu puisses les voir parce que c'est impressionnant de voir une personne qui souffre, au lieu de demander l'argent aux gens, demande plutôt du travail. Donc, je viendrai te chercher quand tu vas terminer le travail et je vais t'amener voir ma famille. Sauf que quand j'arrive chez lui, ma chère Aline, il n'y a personne à la maison. Il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de famille. Et quand j'arrive, il me dit non, ils sont sortis à un moment là, ils arrivent, à tout moment ils vont arriver. Je vais te servir un verre en attendant. Sauf que le verre contenait de la drogue. Et je ne savais pas. Mais je ne me suis rendu compte de ce qui m'était arrivé que quand il avait déjà abusé de moi et qu'il avait appelé un taxi et m'a mis dedans, qui lui a donné une destination de m'amener vers Deido. Et donc c'est comme ça que je reprends un tout petit peu mes esprits pour comprendre ce qui se passe. Et le bonhomme me demande où est-ce que je veux qu'il me dépose. Et c'est là où je me rends compte qu'effectivement, le monsieur, il n'y avait pas de famille qui l'attendait ou m'attendait, mais il avait l'intention d'abuser de moi. Donc, j'espère qu'une personne qui me regarde ce soir va comprendre que vous ne pouvez pas faire confiance à quelqu'un juste parce que cette personne vous a fait du bien. Parce que cette personne peut vous faire du bien, mais ne vous veut pas forcément du bien. Oui. Alors, je vais permettre... Avant de vous permettre de souffler, je vais poser une question. Oui. Est-ce que avec votre papa, il va bien? Il va bien. Oui. Il va bien. Oui. Et maman aussi, votre maman qui vous a fait du bien, ça, on va passer les détails parce que oui, sinon on va rester... ma mère, c'est mon héros parce que ma mère a été celle-là qui m'a toujours soutenue et aujourd'hui, mon plus grand bonheur, c'est de la voir heureuse. Au moment où je suis ici au Cameroun, elle est chez moi aux États-Unis et elle a meilleure mine que jamais. Donc, je suis comblée de la voir heureuse. On va faire quelque chose ce soir. Est-ce que non, comment? Ma mère? Oui. Maman Cécile Cogne. La dernière fois, il y a votre sœur qui regardait l'émission. Oui, ma sœur Nicaise, oui. Alors, sûrement, c'est Cécile, c'est votre maman? Maman Cécile. Voilà. Elle regarde sûrement l'émission. Il y a votre caméra qui est juste en face de vous, là. Oui. Vous allez lui dire solennellement. Vous allez lui passer solennellement un message. Oui, maman. Je vais le dire en ma langue maternelle. Je peux traduire après. Ma motokwa de gonfa awe yo la fa na ma ole tak yuvi so ba fa na papo bam cholon ka ou ba Cameroun au États-Unis bo fa na vraiment si belle robe oye cadeau yesika vraiment o ba ya héroïne o ba ya modèle. Que yo po jogo douci na 5 heures du matin, nyapte farine ne ke beignet ne chawo secours. Que yo po so douala so Deido, bagat sem au so dia japta après go boulangerie coiffe du pain. Nyapte haricot, fin beignet haricot, douala ne cuita poam. Que tu ranom que moto kwa ma. Vraiment, dasi no chofatsu moto kwa. Un grand merci à ma mère pour tout ce qu'elle a fait pour moi parce qu'elle a tout sacrifié pour moi. Elle est mon héroïne, elle est mon modèle de travail. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai multiples sources de revenus parce que j'ai vu ma mère bosser dur. À 5 heures, elle se levait pour faire la farine, faire les beignets pour nous envoyer à l'école. J'ai vu ma mère venir à Douala, à Deido, m'aider avec mon bébé qui était né et je l'ai vu aller acheter du pain, faire du haricot, vendre devant la cour pour pouvoir m'aider avec mon bébé à cette époque-là.
parce que j'étais là toute naïve à la recherche de l'amour et l'amoureux m'a laissé avec une grossesse en tant que footballeur et est parti à l'étranger et je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui jusqu'aujourd'hui. Mais je fais un coucou aussi à mon fils Véron qui est aujourd'hui à l'université de Pennsylvanie, un grand garçon qui a 22 ans et qui va très bien. Moto quoi? À pied indien. Alors, moi, je vais y aller